Tu as tout donné et il est parti quand même. Tu as été présente, attentionnée, disponible, tu t'es adapté, tu as fait des efforts, tu as offert plus que tu n'as reçu. Tu pensais que, en donnant davantage, en te rendant indispensable, tu finirais par créer ce lien profond que tu cherchais. Et pourtant, plus tu donnais, moins il semblait s'attacher. Jusqu'à ce qu'il s'en aille, sans se retourner, comme si tout ce que tu avais offert n'avait pesé aucun poids. Alors tu t'es posé la question qui hante tant de gens, mais qu'est-ce qu'il faut donner de plus? Qu'est-ce que j'ai raté? Et si le problème n'était pas que tu n'as pas assez donné, mais que tu cherchais l'attachement au mauvais endroit, parce qu'il y a une vérité que peu de gens osent dire clairement. L'attachement profond ne se crée pas parce que tu fais pour quelqu'un. Il ne naît pas du sacrifice, de la disponibilité, de tout ce que tu offres. Un lien véritable se construit à partir de conditions bien précises, et la plupart n'ont rien à voir avec ce que tu donnes. Elles ont à voir avec ce qui se passe, en vérité, entre deux personnes. Ce dont on va parler, ce sont les conditions réelles d'un attachement sain, celles qui font qu'un lien tient parce qu'il est vrai, pas parce qu'il est fabriqué. Et la plupart reposent sur une chose que tu ne peux pas jouer, la vérité, la tienne et la sienne. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble ces 7 conditions. Non pas pour apprendre à le retenir de force, mais pour comprendre ce qui crée un lien véritable et pour que tu cesses, enfin, de t'épuiser à fabriquer un attachement qui, s'il n'est pas mutuel, n'existera jamais. Numéro 1. Il se sent accepté tel qu'il est, sans se sentir géré. Commençons par la condition la plus fondamentale, celle sur laquelle tout le reste repose. Un lien profond ne peut se former que dans un climat de sécurité. Et cette sécurité naît d'abord d'une chose simple mais rare, se sentir accepté tel qu'on est, sans se sentir constamment géré, corrigé, amélioré. Il faut comprendre pourquoi c'est le socle de tout attachement vrai. Commençons par nommer ce que veut dire se sentir géré. C'est cette expérience d'être en permanence coaché, repris, optimisé par l'autre. Celui qui te dit comment mieux faire, qui corrige ta façon de t'y prendre, qui donne des conseils que tu n'as pas demandé, qui semble toujours voir en toi quelque chose à réparer, à perfectionner. C'est pas forcément méchant, souvent ça part d'une bonne intention, vouloir aider, améliorer, mais celui qui le reçoit, lui, vit tout autre chose. Il vit le sentiment de n'être jamais tout à fait accepté, d'être un projet à optimiser plutôt qu'une personne à accueillir. Il faut comprendre ce que ça produit sur le plan intérieur, par la logique. Quand quelqu'un se sent constamment évalué, corrigé, il développe une sorte de garde permanente, une vigilance. Il s'attend à la critique, alors il reste sur ses gardes, il se protège, il se détend jamais vraiment en présence de l'autre. Son système intérieur reste en alerte, parce que être avec cette personne, c'est s'exposer à un jugement possible à tout moment, et on ne s'attache pas à ce qui nous met en état d'alerte. On ne s'ouvre pas, on ne se lie pas profondément à quelqu'un en présence de qui il faut rester sur la défensive. Il faut voir, à l'inverse, ce que produit l'acceptation, parce que c'est là que le lien devient possible. Quand quelqu'un se sent accepté tel qu'il est, sans qu'on cherche à le changer, à le réparer, à l'améliorer, quelque chose se relâche en lui. Sa garde tombe, il peut enfin se détendre, être lui-même sans craindre le jugement. Et cette détente crée une association précieuse. Être auprès de toi devient synonyme de paix, de sécurité et non d'évaluation. C'est cette sécurité-là qui ouvre la porte à l'attachement. On s'attache à ce qui nous apaise, à ce en présence de quoi on peut baisser les armes. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à la différence entre passer du temps avec quelqu'un qui, sans cesse, te reprend sur ta posture, ta façon de parler, tes choix, et passer du temps avec quelqu'un en présence de qui tu peux simplement respirer, être toi, sans surveiller le moindre de tes gestes. Avec le premier, même une soirée agréable te laisse tendu, épuisé, parce qu'une partie de toi est restée sur le qui-vive. Avec le second, tu te sens légère, libre, tu as envie de revenir, parce qu'auprès de lui, tu peux exister sans effort. C'est ça la différence entre le lien qui se crée dans l'acceptation et celui qui s'étiole sous la gestion permanente. Il faut comprendre pourquoi cette acceptation est si rare et donc si précieuse. Beaucoup de gens, dans la vie de chacun, ont cherché à le corriger, à l'améliorer, à le modeler à des proches, d'anciens liens, parfois même par affection. Alors celui qui rencontre quelqu'un qui, lui, ne cherche pas à le gérer,
mais l'accueille tel qu'il est, vit une expérience inhabituelle, presque déroutante par sa rareté. Cette personne qui l'accepte devient, dans son paysage intérieur, quelqu'un de distinct, de précieux, précisément parce qu'elle offre ce que si peu offrent, la paix d'être soi sans être corrigé. Il faut appliquer ça très concrètement, parce que c'est là que ça devient utile pour toi. La prochaine fois que tu es tenté de corriger sa façon de faire, de lui donner un conseil qu'il n'a pas demandé, de lui suggérer comment mieux s'y prendre, arrête-toi un instant. Demande-toi si c'est vraiment nécessaire. À moins qu'il ne te demande ton avis ou que quelque chose soit réellement grave, laisse-le être, tout simplement. C'est pas de la passivité, c'est du respect. Tu crées, par ce retrait, l'espace où il peut se détendre et donc où le lien peut se former parce qu'il vit ta présence comme un repos, pas comme un examen de plus. Je pose une nuance importante ici parce qu'elle est nécessaire. Accepter quelqu'un tel qu'il est ne veut pas dire tout tolérer, renoncer à toute limite, accepter des comportements qui te blessent, des comportements, il ne faut surtout pas confondre les deux. Ne pas gérer les petites choses, la façon de faire, les habitudes, les manières, c'est du respect. Mais fermer les yeux sur ce qui te manque de respect, ce qui te fait du mal, ce qui dépasse tes limites, ce serait de l'effacement. L'acceptation dont on parle porte sur qui il est, sa personnalité, ses façons d'être, pas sur ce qui te fait subir. Tu peux l'accepter tel qu'il est et refuser fermement ce qui est inacceptable. Les deux ne s'opposent pas, ils vont ensemble. Et il faut ajouter une seconde nuance capitale pour rester dans ta ligne. Cette acceptation ne doit pas être une technique que tu appliques pour l'attacher en serrant les dents, en te retenant de dire ce que tu penses vraiment. Ce serait faux et ça se sentirait. L'acceptation vraie n'est pas une stratégie, c'est une disposition sincère qui vaut d'ailleurs dans les deux sens. Toi aussi, tu mérites d'être accepté tel que tu es, sans être géré ni corrigé. Cette condition n'est pas un effort à sens unique pour le retenir. C'est la marque d'un lien où chacun accueille l'autre. S'il ne t'offre pas la même acceptation en retour, c'est pas à toi de fournir seul ce climat. Voilà donc le premier point. Un lien profond a d'abord besoin de sécurité, et cette sécurité naît de se sentir accepté tel qu'on est, sans être constamment géré, corrigé, amélioré, car la gestion permanente met en état d'alerte et empêche de s'attacher. Quand la garde tombe, comme auprès de quelqu'un en présence de qui on peut enfin respirer, le lien devient possible, et cette acceptation est d'autant plus précieuse qu'elle est rare. À condition de comprendre qu'accepter qui il est n'est pas tout tolérer de ce qu'il fait, et que cette acceptation n'est pas une technique à sens unique, mais une disposition sincère qui doit être mutuelle. Cette sécurité, ce socle d'acceptation, ouvre la porte à quelque chose de plus profond encore. Car une fois qu'on se sent accepté, on peut être vu, vraiment vu. Et c'est la deuxième condition d'un attachement vrai, se sentir reconnu comme une personne à part entière, et non pour ce qu'on apporte ou le rôle qu'on remplit. Numéro 2, il se sent vu comme une personne et non pour son rôle. Une fois la sécurité installée, une fois qu'on se sent accepté, une porte s'ouvre vers une condition plus profonde encore de l'attachement. Se sentir vraiment vu. Non pas apprécié pour ce qu'on apporte, pour ce qu'on fait, pour le rôle qu'on remplit, mais reconnu en tant que personne pour qui l'on est au fond. C'est l'un des liens les plus puissants qui soit, parce que être vraiment vu est l'un des besoins les plus profonds et les plus rarement comblés de tout être humain. Commençons par distinguer deux façons d'être valorisé, parce que la différence est essentielle. On peut être valorisé pour son utilité, pour ce qu'on fournit, ce qu'on accomplit, ce qu'on représente, ce qu'on apporte à l'autre. C'est une reconnaissance conditionnelle, liée à une fonction. Et on peut être valorisé pour ce qu'on est, sa personnalité, sa sensibilité, sa façon de voir le monde, son intériorité. C'est une reconnaissance de la personne elle-même, indépendamment de ce qu'elle produit. Ces deux formes se ressemblent en apparence, mais elles ne touchent pas du tout au même endroit. La première flatte. La seconde relie. Il faut comprendre pourquoi la plupart des gens ne connaissent surtout que la première, par la logique. Dans une grande partie de nos relations, nous sommes valorisés pour ce que nous apportons. Au travail, pour ce qu'on produit, dans bien des liens, pour ce qu'on rend, ce qu'on offre, ce qu'on facilite. On nous apprécie pour notre utilité, notre efficacité, notre rôle. C'est le mode par défaut de presque toutes les relations, un mode transactionnel où l'on vaut pour ce qu'on fait. Alors être vu un jour pour ce qu'on est vraiment, au-delà de toute utilité, devient une expérience rare, presque bouleversante par sa rareté.
Il faut vraiment saisir ce que produit ce regard qui voit la personne, parce que c'est là que le lien se noue. Quand quelqu'un s'intéresse à toi, non pour ce que tu lui apportes, mais pour qui tu es, ta façon de penser, ce que tu ressens, ce qui t'habite, tu te sens exister d'une façon nouvelle. Tu te sens reconnu dans ton être, pas seulement dans ta fonction. Et cette reconnaissance touche un besoin très profond, celui d'être vu tel qu'on est vraiment et aimé pour ça. C'est un besoin que beaucoup traînent, insatisfait depuis très longtemps. Celui qui vient enfin le combler, crée un attachement puissant, parce qu'il donne quelque chose que presque personne n'a donné. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à la différence entre deux façons de s'intéresser à quelqu'un. La première s'intéresse à ce qu'il fait, ses projets, ses réussites, ce qu'il peut apporter comme on s'intéresse à un curriculum, à une liste de fonctions. La seconde s'intéresse à ce qu'il ressent, ce qu'il pense au fond, ce qui le fait vibrer ou le tourmente comme on s'intéresse à un être, à un monde intérieur. La première laisse celui que on interroge un peu seul, même flatté, parce qu'on n'a touché que sa surface. La seconde lui donne le sentiment rare d'avoir été rejoint en profondeur, là où presque personne ne va. C'est cette seconde façon de regarder qui crée le lien. Il faut nommer ce que ça veut dire, concrètement, de voir quelqu'un vraiment. Ça veut dire être sincèrement curieuse de son monde intérieur, lui poser des questions sur ce qu'il pense, ce qu'il ressent, sa façon de voir les choses, pas seulement sur ce qu'il fait ou ce qu'il prévoit. Ça veut dire s'intéresser à son caractère, à sa sensibilité, à ce qui le rend unique, plus qu'à ses accomplissements ou à ce qu'il peut offrir. Ça veut dire lui montrer, par ton attention réelle, que tu le perçois comme une personne entière, avec une intériorité, une histoire, une profondeur, et non comme le simple occupant d'un rôle. C'est cette qualité d'attention qui fait sentir à l'autre qu'il est vu. Il faut comprendre pourquoi ce besoin d'être vu est si universel, et pourtant si peu comblé par la logique. Nous avons tous, au fond, ce désir profond d'être perçus tel que nous sommes vraiment, et acceptés ainsi. C'est peut-être l'un des désirs humains les plus fondamentaux. Mais dans un monde pressé, transactionnel, où l'on se croise pour ce qu'on peut échanger, ce regard qui voit vraiment la personne se fait rare. La plupart des gens traversent la vie sans avoir souvent été vus en profondeur. Alors ce regard, quand il arrive, agit comme une eau sur une soif ancienne. Il comble un manque que la personne portait, souvent, sans même le nommer. Il faut relier ça à ce qui te concerne, parce que ça vaut dans les deux sens. Ce besoin d'être vu comme une personne, et non pour ton rôle, tu le portes aussi. Toi aussi, tu mérites d'être regardé pour qui tu es, pas pour ce que tu apportes, ce que tu donnes, ce que tu facilites dans la vie de l'autre. Un lien vrai, c'est celui où chacun voit l'autre en profondeur, où le regard qui reconnaît la personne circule dans les deux sens. Si tu offres ce regard sans jamais le recevoir, si tu t'intéresses à son monde intérieur sans qu'il s'intéresse jamais au tien, alors ce n'est pas un lien vrai, c'est un lien à sens unique. Et un lien à sens unique n'est pas un lien. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. S'intéresser vraiment à quelqu'un, le voir en profondeur, ne veut pas dire s'oublier soi-même, se fondre dans son monde à lui au point de disparaître. Il ne faut pas confondre voir l'autre et s'effacer devant lui. On peut porter une attention sincère à l'intériorité de quelqu'un tout en restant pleinement présente à soi, à ses propres besoins, à sa propre profondeur. Voir l'autre n'exige pas de devenir transparente. Au contraire, c'est depuis ta propre présence, ta propre solidité, que tu peux vraiment voir quelqu'un sans te perdre en lui. L'attention à l'autre et la fidélité à soi ne s'opposent pas. Et il faut ajouter une seconde nuance pour rester dans ta ligne. Ce regard qui voit la personne ne doit pas devenir une technique, une façon calculée de poser des questions pour créer de l'attachement, comme une méthode de séduction. Ce serait faux et ça se sentirait, parce qu'une curiosité feinte ne trompe pas longtemps. Voir vraiment quelqu'un, ça ne se joue pas, ça se vit, ça vient d'un intérêt sincère. Si tu dois te forcer à t'intéresser à son monde intérieur, c'est peut-être que ce monde ne t'intéresse pas vraiment et c'est déjà une information. On ne fabrique pas la curiosité authentique. On l'a ou on l'a pas. Et son absence, dans un sens comme dans l'autre, en dit long sur la justesse du lien. Voilà donc le deuxième point. Après la sécurité, vient le besoin d'être vraiment vu, reconnu comme une personne pour ce qu'on est et non pour son utilité ou son rôle, car presque toutes nos relations nous valorisent pour ce qu'on apporte, jamais pour qui l'on est. Ce regard qui rejoint l'autre en profondeur, comme celui qui s'intéresse à un être et non à un curriculum,
comble un besoin humain profond et rarement satisfait, ce qui crée un lien puissant, à condition de comprendre que voir l'autre n'est pas s'effacer devant lui, et que cette attention n'est pas une technique à jouer, mais une curiosité sincère, qui doit d'ailleurs circuler dans les deux sens. Mais il y a une condition dont on parle rarement, parce qu'elle semble aller à l'encontre de tout ce qu'on croit sur l'amour. On pense qu'aimer, c'est rester quoi qu'il arrive, tout accepter, ne jamais partir. Or, un attachement vrai a aussi besoin de quelque chose de plus ferme. Le respect et la conscience que ce lien n'est pas dû, qu'il repose sur la façon dont on se traite l'un l'autre. Numéro 3. Il sent que le lien repose sur le respect et qu'il n'est pas dû d'avance. Voici une condition qui va sembler, au premier abord, contredire tout ce qu'on croit sur l'amour. On imagine qu'aimer vraiment, c'est rester quoi qu'il arrive, tout supporter, ne jamais envisager de partir. On croit que la preuve de l'amour, c'est la présence inconditionnelle, garantie, à toute épreuve. Et pourtant, un attachement vrai a besoin de quelque chose de plus ferme. Il a besoin de respect et de la conscience que le lien n'est pas dû d'avance, qu'il repose sur la façon dont on se traite l'un l'autre. Il faut vraiment comprendre pourquoi. Commençons par une vérité un peu dérangeante sur la nature humaine. Nous avons tendance à valoriser ce que nous pourrions perdre et à tenir pour acquis ce dont nous sommes absolument sûrs. C'est pas très noble, mais c'est profondément humain. Ce qui nous est garanti, quoi qu'on fasse, cesse peu à peu de retenir notre attention, notre effort, notre soin. Alors que ce qui a de la valeur et qui pourrait nous échapper, ça, on y fait attention, on le protège, on ne le néglige pas. Cette tendance vaut pour tout dans la vie et elle vaut aussi pour les liens humains. Il faut appliquer ça aux liens, par la logique, parce que c'est là que ça devient éclairant. Si quelqu'un sait que tu resteras quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon dont il te traite, alors il n'y a plus aucun enjeu, plus rien à préserver. Ton lien lui est acquis, garanti, il ne risque rien. Et ce qui ne risque rien finit souvent par être négligé, non par méchanceté, mais par ce réflexe humain de relâcher l'attention sur ce qui semble définitivement acquis. À l'inverse, s'il sait que ce lien repose sur un respect réel et que ce respect n'est pas négociable, alors le lien retrouve sa valeur, parce qu'il n'est plus un dû, mais quelque chose qui se mérite et s'entretient. Il faut être très précis ici, parce que c'est là que tout se joue et que ta ligne se joue aussi. Il ne s'agit pas de menacer de partir, de brandir la rupture comme un chantage, de jouer la peur de la perte comme un levier. Ça, ce serait de la manipulation et c'est pas ce dont on parle. Il s'agit de toute autre chose, d'avoir en toi un respect de soi réel, une limite authentique, un point au-delà duquel tu ne te laisserais pas maltraiter, pas une arme que tu agites, mais une vérité que tu portes. La différence est immense. L'un manipule, l'autre se respecte. Et cette différence se sent, toujours. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à la différence entre deux façons de tenir à quelque chose de précieux. La première personne le laisse traîner n'importe où, à la portée de tous, parce qu'elle est prête à le donner à n'importe qui, n'importe comment, tellement elle a peur de le garder pour elle. Sa façon de ne rien protéger dit, au fond, que ça n'a pas tant de valeur. La seconde personne, elle, prend soin de ce qui lui est précieux, elle ne le brade pas, elle ne le confie qu'à qui le respecte. Non par calcul, mais parce qu'elle sait ce que ça vaut. Ton lien, ta présence, ton amour, c'est ce qui est précieux. La façon dont tu les traites, dont tu refuses de les brader, dit à l'autre leur véritable valeur. Il faut comprendre pourquoi ce respect de soi crée, paradoxalement, plus de sécurité et non moins par la logique. On pourrait croire qu'un lien qui n'est pas garanti est un lien angoissant, instable. C'est l'inverse. Quand l'autre sent que tu te respectes assez pour ne pas tout accepter, il sait aussi que si tu restes, c'est par choix, pas par besoin, pas par peur, pas par manque. Et être choisi par quelqu'un qui pourrait partir, mais décide de rester, ça a infiniment plus de valeur qu'être subi par quelqu'un qui reste parce qu'il n'ose pas partir. Ton respect de toi ne fragilise pas le lien. Il lui donne son prix. Il transforme ta présence en un choix. Et un choix vaut toujours plus qu'une résignation. Il faut insister sur la condition de vérité, parce qu'elle est le cœur de ce point. Ça ne fonctionne, et ça n'est sain, que si c'est vrai, que si tu es réellement prête à te respecter, réellement capable de refuser ce qui te maltraite. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas un bluff, c'est un respect de soi authentique que l'autre perçoit
non parce que tu le proclames, mais parce qu'il émane de toi. Quelqu'un qui se respecte, vraiment n'a pas besoin de le dire, ça se voit dans sa façon d'être, dans ce qu'elle accepte et ce qu'elle refuse, calmement, sans drame. C'est cette vérité tranquille qui fait toute la différence, pas les mots. Il faut nommer ce que ça change pour toi, très concrètement, parce que c'est libérateur. Ça veut dire que tu n'as pas à te rendre indispensable, à tout donner, à t'effacer pour qu'on tienne à toi. Ça veut dire, au contraire, que te respecter, poser tes limites, refuser ce qui te blesse, n'éloigne pas le lien vrai, ça le fonde. Tu croyais peut-être qu'en acceptant tout, tu te rendais plus précieuse. C'est faux. En te respectant, tu te rends précieuse. Et celui qui est capable d'un lien vrai ne fuira pas ton respect de toi, il le reconnaîtra et il tiendra d'autant plus à toi que tu tiens à toi-même. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Se respecter et poser des limites ne veut pas dire devenir dure, méfiante, toujours prête à partir au moindre faux pas. Il ne faut pas confondre respect de soi et rigidité. Un lien sain suppose aussi de la patience, du pardon, de la souplesse face aux imperfections normales de l'autre, parce que personne n'est parfait. Le respect de soi ne consiste pas à sanctionner la moindre erreur, mais à ne pas tolérer ce qui te maltraite vraiment, durablement. La différence est entre une limite ferme sur l'essentiel et une intransigeance sur tout. On cherche la première, pas la seconde. Se respecter, c'est pas être inflexible, c'est savoir où est la ligne à ne pas franchir. Et il faut ajouter une seconde nuance capitale pour ta ligne. Ce respect de soi ne doit jamais devenir une stratégie, une façon calculée de te rendre désirable en jouant l'inaccessible, en simulant que tu pourrais partir. Ce serait retomber dans la manipulation, et en plus ça sonnerait faux. Le vrai respect de soi n'est pas une tactique pour l'attacher. C'est une fidélité à toi-même, que tu aurais même s'il n'y avait personne pour l'avoir. Tu te respectes pas pour le retenir. Tu te respectes parce que tu vaux ce respect, point. Et si, par surcroît, ça fonde un lien plus vrai, tant mieux, mais c'est pas le but, c'est la conséquence. Voilà donc le troisième point. Contrairement à l'idée qu'aimer c'est tout accepter, un attachement vrai a besoin de respect et de la conscience que le lien n'est pas dû d'avance, car on tend à négliger ce qui nous est absolument garanti et à valoriser ce qui a du prix. Non pas en menaçant de partir, ce qui serait manipulé, mais en portant un respect de soi authentique, comme celui qui ne brade pas ce qui lui est précieux, ce qui transforme ta présence en un choix plutôt qu'en une résignation subie, à condition de comprendre que se respecter n'est pas devenir rigide sur tout, et que ce respect n'est jamais une tactique, mais une fidélité à toi-même que tu aurais de toute façon. Il y a une quatrième condition, plus subtile, qui touche à la façon dont chacun peut être lui-même dans le lien, parce que on ne s'attache pas vraiment à quelqu'un auprès de qui on doit jouer un rôle, se forcer, performer une version de soi. On s'attache là où l'on peut être soi, naturellement, sans effort, et cela vaut pour lui comme pour toi. Numéro 4. Il peut être lui-même auprès de toi, sans jouer un rôle. Voici une condition plus subtile mais décisive qui touche à la façon dont on peut exister dans un lien. On ne s'attache pas vraiment à quelqu'un auprès de qui on doit constamment jouer un rôle, se forcer, performer une version de soi qui n'est pas tout à fait la sienne. On s'attache là où l'on peut être soi, simplement, naturellement, sans effort. Et cette condition, comme les autres, vaut dans les deux sens, pour lui comme pour toi. Il faut comprendre pourquoi le naturel crée le lien et pourquoi la performance l'empêche. Commençons par nommer ce qu'est ce jeu de rôle, cet effort permanent. C'est cette fatigue de devoir, en présence de quelqu'un, se montrer autrement qu'on est, de jouer une version plus lisse, plus forte, plus conforme à ce qu'on croit que l'autre attend, de surveiller son image, de calculer ses attitudes, de maintenir une façade. Beaucoup de gens vivent ainsi une grande partie de leur relation en représentation, jamais tout à fait eux-mêmes. Et cette représentation, aussi réussie soit-elle, a un coût, elle épuise et surtout elle empêche le vrai lien parce qu'on ne peut pas se lier vraiment à travers un masque. Il faut comprendre pourquoi la performance empêche l'attachement, par la logique. Quand tu joues un rôle auprès de quelqu'un, une part de toi sait, au fond, que c'est pas toi qui l'apprécie, mais le personnage que tu montres. Alors même si ça marche, même s'il t'apprécie, quelque chose reste insatisfait parce que c'est pas toi qui es aimé, c'est ton masque. Et de son côté, il peut pas s'attacher vraiment à toi puisqu'il te connaît pas vraiment, il connaît le rôle. La performance crée au mieux un lien avec une image, jamais avec la personne. Or, c'est à la personne, pas à l'image, qu'on s'attache profondément. Il faut voir, à l'inverse, ce que produit le naturel
parce que c'est là que le lien devient réel. Quand quelqu'un peut être lui-même auprès de toi, sans se forcer, sans jouer, sans surveiller son image, il vit un immense soulagement. Parce que pouvoir être soi, tout simplement, est un repos rare. Et ce soulagement crée une association profonde. Être avec toi, c'est pouvoir enfin déposer les masques, cesser la représentation, exister sans effort. On s'attache puissamment à ce qui nous permet ça. Parce que c'est si rare et si précieux de pouvoir être soi sans crainte auprès de quelqu'un. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à ce que c'est de porter toute une journée des vêtements trop serrés, inconfortables, dans lesquels tu dois te tenir droite, rentrer le ventre, surveiller chaque mouvement. Même si tu tiens, tu attends avec impatience le moment de rentrer chez toi pour enfin les retirer, respirer et être à l'aise. Et cet endroit où tu peux enfin ôter ce qui te sert, tu l'associes au soulagement, au repos, tu as envie d'y revenir. Être auprès de quelqu'un, devant qui on peut être soi, c'est exactement ça. C'est l'endroit où l'on peut enfin retirer le costume et respirer. Et on s'attache à cet endroit-là, à cette personne-là, comme on s'attache à un refuge. Il faut comprendre pourquoi c'est si rare et donc si précieux de pouvoir être soi. Beaucoup de gens passent leur vie à jouer des rôles au travail, en société, parfois même dans leurs liens les plus proches. Ils portent constamment une version arrangée d'eux-mêmes, par peur de ne pas être acceptés tels qu'ils sont vraiment. Alors rencontrer quelqu'un auprès de qui on peut enfin lâcher le rôle, être soi sans crainte du rejet, c'est vivre quelque chose d'inhabituel, de libérateur. Cette personne devient précieuse parce qu'elle offre ce que si peu offre la permission d'être soi, tout simplement, sans avoir à mériter d'être accepté. Il faut appliquer ça concrètement, parce que c'est là que ça devient utile. Créer cet espace où l'autre peut être lui-même, c'est pas le pousser à performer, à se montrer sous son meilleur jour, à prouver quoi que ce soit. C'est au contraire accueillir ce qu'il est, y compris ses parts moins brillantes, ses moments de doute, ses failles. C'est ne pas exiger de lui une version idéale, mais faire de la place à sa version réelle. Quand quelqu'un sent qu'il peut, auprès de toi, être fatigué, incertain, imparfait, sans que ça menace le lien, alors il peut enfin cesser de jouer. Et c'est là, dans ce naturel autorisé, que l'attachement se forme. Il faut relier ça à toi, parce que c'est le cœur de la réciprocité. Cette condition ne vaut pas que pour lui, elle vaut d'abord pour toi. Toi aussi, tu as besoin de pouvoir être toi-même dans un lien sans jouer, sans te contorsionner pour correspondre à ce qu'il attendrait. Et voici un signe précieux. Si tu dois constamment jouer un rôle pour lui plaire, te forcer à être autrement que tu es, surveiller ton image en permanence, alors ce n'est pas le bon lien, quel que soit ton effort. Le bon lien, c'est celui où vous pouvez tous les deux être vous-même, pas celui où l'un des deux s'épuise à jouer un personnage pour retenir l'autre. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Pouvoir être soi-même ne veut pas dire s'autoriser tout, ne faire aucun effort, se relâcher au point de négliger l'autre. Il ne faut pas confondre être soi et cesser de faire attention. Être soi-même, c'est ne pas jouer un rôle, ne pas se trahir, mais ça n'exclut pas les efforts normaux qu'on fait par amour. La politesse du cœur, l'attention à l'autre, le soin du lien. On peut être pleinement soi et rester attentionné, prévenant, engagé. La différence est entre ne pas se travestir et ne plus rien faire. Être authentique n'est pas une excuse pour la négligence. C'est simplement la liberté de ne pas porter de masque, tout en continuant de prendre soin. Et il faut ajouter une seconde nuance pour rester dans ta ligne. Offrir à l'autre l'espace d'être lui-même ne doit pas devenir une technique, une façon calculée de le mettre à l'aise pour créer de la dépendance. Ce serait fausser quelque chose qui, par nature, doit être sincère. On ne fabrique pas un espace d'authenticité par stratégie, on l'offre parce qu'on accueille vraiment l'autre. Et surtout, cet espace doit être réciproque. Si tu lui offres la liberté d'être lui-même, mais que tu n'as jamais, en retour, la liberté d'être toi-même, alors tu n'es pas dans un lien, tu es dans un service. Le naturel autorisé doit circuler dans les deux sens, sinon ce n'est pas de l'amour, c'est de l'effacement déguisé. Voilà donc le 4e point. On ne s'attache pas à quelqu'un auprès de qui on doit jouer un rôle, mais à celui auprès de qui on peut être soi sans effort, car la performance ne crée un lien qu'avec un masque, jamais avec la personne réelle. Pouvoir enfin déposer les masques est un soulagement rare,
comme retirer un vêtement trop serré porté toute la journée, et l'on s'attache à cet endroit comme à un refuge, à condition de comprendre qu'être soi n'excuse pas la négligence, et que cet espace d'authenticité n'est pas une technique, mais une liberté sincère qui doit valoir pour toi autant que pour lui. Il y a une cinquième condition, dont on parle rarement parce qu'elle dérange un peu. Elle concerne ce qui se passe quand l'effort de l'un rencontre ou ne rencontre pas la reconnaissance de l'autre. Parce qu'un lien vrai ne peut pas se construire sur le dévouement d'un seul. Il a besoin de réciprocité, d'un échange où l'effort de chacun est vu et honoré. Numéro 5. L'effort est réciproque et reconnu de part et d'autre. Voici une condition dont on parle peu, parce qu'elle dérange les idées reçues sur l'amour qui donne sans compter. Elle touche à ce qui se passe quand l'effort de l'un rencontre ou ne rencontre pas la reconnaissance de l'autre. Parce qu'un lien vrai ne peut pas se bâtir sur le dévouement d'une seule personne. Il a besoin de réciprocité, d'un échange où l'effort de chacun est vu, reçu, honoré. Il faut comprendre pourquoi le lien meurt quand une seule personne porte tout et vit quand l'effort circule. Commençons par nommer un déséquilibre très répandu, que tu as peut-être vécu. Celui où une personne fait tous les efforts et l'autre les reçoit sans jamais vraiment les rendre. L'une planifie, s'investit, prend soin, se démène, tandis que l'autre se contente d'accueillir, de prendre, sans fournir d'efforts équivalents. Ce déséquilibre est souvent invisible au début, parce que celle qui donne le fait avec joie, par amour, sans compter, mais avec le temps, ce déséquilibre creuse quelque chose, une lassitude, un vide, le sentiment d'être seul à tenir le lien à bout de bras. Il faut comprendre pourquoi le surdon, le fait de tout donner sans réciprocité, ne crée pas l'attachement par la logique. On croit souvent l'inverse, on croit que en donnant plus, en s'investissant davantage, on va faire grandir l'amour de l'autre, mais ça marche pas ainsi. Quand tu donnes tout et que l'autre n'a rien à fournir, il s'attache pas davantage, souvent c'est même le contraire. Parce qu'on s'attache pas à ce qu'on reçoit sans effort. On s'attache à ce dans quoi on s'investit. Celui qui ne fait jamais d'effort pour un lien ne développe pas d'attachement à ce lien, justement parce qu'il n'y a rien mis de lui-même. Ton surdon ne construit pas son attachement, il le dispense au contraire d'avoir à s'investir. Il faut vraiment saisir cette idée, parce qu'elle renverse une croyance profonde. Tu croyais peut-être qu'en te rendant indispensable, en donnant sans cesse, tu deviendrais irremplaçable à ses yeux. Mais quand une personne reçoit tout sans jamais avoir à donner, elle finit par tenir cela pour acquis, pour normal, pour dû. Ce qui est offert en abondance, sans contrepartie, perd de sa valeur perçue, non parce que ça n'en a pas, mais parce que l'être humain valorise ce dans quoi il s'engage. En tout donnant, tu ne crées pas l'attachement, tu crées, sans le vouloir, les conditions pour être prise, pour acquise. C'est une vérité dure, mais elle libère parce qu'elle t'explique pourquoi tout donner ne t'a jamais rapproché de lui. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à la différence entre deux jardins. Dans le premier, une seule personne travaille, arrose, plante, désherbe, pendant que l'autre se contente de venir cueillir les fruits. Ce second n'a aucun attachement à ce jardin, il n'y a rien mis. Pour lui, c'est juste un endroit où prendre, sans lien, sans soin, sans valeur particulière. Dans le second jardin, les deux travaillent, chacun plante, chacun arrose, chacun voit pousser ce qu'il a semé. Et ces deux-là s'attachent profondément à ce jardin parce qu'ils y ont mis d'eux-mêmes, parce que c'est le fruit de leur effort commun. Un lien, c'est ce jardin, celui où une seule personne travaille, meurt d'un côté. Celui où l'effort est partagé fait tenir les deux. Il faut nommer le rôle de la reconnaissance, parce qu'elle est l'autre versant de cette condition. La réciprocité, ce n'est pas seulement que chacun fasse des efforts, c'est aussi que l'effort de chacun soit vu, reconnu, honoré. Quand quelqu'un fait un effort, s'investit, prend soin, et que cet effort est accueilli avec une chaleur sincère, une gratitude vraie, il se sent reconnu, valorisé, et ça lui donne envie de continuer, d'en faire davantage, parce que son investissement produit quelque chose de bon, une réponse chaleureuse. À l'inverse, un effort qui n'est jamais reconnu, jamais accueilli, finit par se tarir, parce que donner dans le vide, sans retour, décourage même les plus dévoués. Il faut faire attention ici, parce que c'est un point délicat pour ta ligne, reconnaître l'effort de l'autre.
l'accueillir avec chaleur. C'est pas le récompenser comme on dresse. C'est pas d'oser calculer sa chaleur pour créer une dépendance. La différence est essentielle. La reconnaissance saine, c'est une gratitude sincère, spontanée, qui jaillit naturellement quand on est touché par l'effort de l'autre. C'est pas une chaleur qu'on distribue stratégiquement en fonction de ce qu'on veut obtenir. C'est simplement le fait d'être vraiment reconnaissant et de le montrer. On parle pas de conditionner l'autre, on parle d'honorer ce qu'il donne, comme il devrait honorer ce que tu donnes. Il faut relier ça à toi, parce que c'est le cœur de la réciprocité et de ta libération. Cette condition te concerne au premier chef, parce que tu as peut-être été, longtemps, celle qui donne tout sans recevoir. Alors voici ce qu'il faut entendre. Ton effort, ton investissement, ton soin méritent d'être reconnus, eux aussi. Tu n'as pas à être la seule à planter dans le jardin pendant que l'autre cueille. Un lien vrai, c'est celui où ton effort est vu et honoré autant que le sien, où la gratitude circule dans les deux sens. Si tu donnes sans cesse et que rien ne revient, ni effort ni reconnaissance, c'est pas que tu ne donnes pas assez, c'est que le lien n'est pas réciproque. Et un lien qui n'est pas réciproque n'est pas un lien à sauver par plus de dévouement. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Attendre de la réciprocité ne veut pas dire tout compter, tenir une comptabilité stricte de qui a donné quoi, exiger un équilibre parfait à chaque instant. Il ne faut pas confondre réciprocité et calcul mesquin. Dans un lien vivant, il y a des périodes où l'un donne plus que l'autre, parce que la vie est ainsi, parce qu'on traverse des moments difficiles à tour de rôle. La réciprocité ne se mesure pas jour après jour. Elle se regarde sur la durée, dans l'équilibre global. Ce qu'on refuse, c'est pas un déséquilibre passager normal et humain, c'est un déséquilibre permanent, structurel, où l'un donne toujours et l'autre prend toujours. Attendre de la réciprocité, c'est pas compter, c'est refuser d'être seul à porter. Et il faut ajouter une seconde nuance capitale pour ta ligne. Reconnaître l'effort de l'autre ne doit jamais devenir une technique de conditionnement, une façon de doser ta chaleur pour le dresser à en faire plus. Ce serait de la manipulation. Et ça te trahirait toi-même. La gratitude vraie n'est pas un outil, c'est une émotion sincère. Tu remercies parce que tu es touché, pas pour obtenir un comportement. Et surtout, tu ne dois pas transformer l'amour en un système de récompense où tu deviens la dresseuse et lui l'animal à conditionner. Ça, c'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Le vrai lien, c'est deux personnes qui se donnent et se reconnaissent librement, pas l'une qui conditionne l'autre. Voilà donc le 5e point. Un lien vrai ne se bâtit pas sur le dévouement d'une seule personne, mais sur la réciprocité, car on ne s'attache pas à ce qu'on reçoit sans effort. On s'attache à ce dans quoi on s'investit, comme un jardin, où seul celui qui travaille développe un lien. Tout donner ne crée donc pas l'attachement, mais te fait prendre pour acquise. Et l'effort de chacun a besoin d'être reconnu par une gratitude sincère, jamais par une chaleur calculée. À condition de comprendre que la réciprocité se regarde sur la durée et non dans un calcul mesquin, et que reconnaître l'autre n'est jamais un conditionnement, mais une gratitude vraie qui doit circuler dans les deux sens. Il y a une 6e condition qui touche à la valeur de ce que tu offres et à la façon dont on l'aperçoit. Parce que ce qui se donne trop facilement, sans discernement, finit par sembler avoir moins de valeur. Non pas qu'il faille jouer l'inaccessible, mais parce qu'un lien vrai se fonde sur un choix, sur du discernement, et non sur l'éblouissement facile ou la disponibilité sans limite. Numéro 6. Il sent que ton estime se mérite, parce que tu es discernante. Voici une condition qui touche à la valeur de ce que tu offres, et à la façon dont elle est perçue. Elle est délicate, parce qu'elle peut facilement être mal comprise, ou dévoyée en technique. Alors posons-la avec soin. Ce qui se donne trop facilement, sans discernement, à n'importe qui, finit par sembler avoir moins de valeur. Non pas qu'il faille jouer l'inaccessible ou se rendre difficile par calcul, mais parce qu'un lien vrai se fonde sur un choix, sur du discernement, et non sur l'éblouissement facile ou la disponibilité sans limite. Il faut comprendre cette nuance délicate. Commençons par distinguer deux façons d'accueillir quelqu'un dans sa vie. La première est facilement impressionnée, immédiatement conquise, éblouie par les apparences, le charme, ce qui brille en surface. Elle donne son estime, sa confiance, son cœur, très vite, à quiconque produit une bonne première impression. La seconde est discernante.
Elle est ouverte, chaleureuse, mais elle prend le temps de voir qui est vraiment l'autre, au-delà de la surface. Elle n'accorde pas son estime automatiquement, elle la laisse se mériter non par froideur, mais parce qu'elle sait que la vraie valeur d'une personne se révèle avec le temps, pas au premier éclat. Il faut comprendre pourquoi le discernement rend l'estime précieuse, par la logique. Quand ton estime est facile à obtenir, quand tu es impressionné par n'importe qui, ton approbation ne signifie plus grand-chose. Elle est donnée à tous, sans distinction. Mais quand tu es discernante, quand ton estime se mérite, obtenir ton approbation devient quelque chose qui a du poids, de la valeur, non parce que tu la refuses par stratégie, mais parce qu'elle reflète un vrai jugement, une vraie reconnaissance. Ce qui est accordé après discernement vaut toujours plus que ce qui est distribué d'emblée et l'autre le sent. Ton estime a de la valeur parce qu'elle n'est pas donnée à la légère. Il faut vraiment saisir ce point, parce qu'il est contre-intuitif. On croit souvent que pour être apprécié, il faut tout de suite montrer à l'autre à quel point on est impressionné par lui, le flatter, le valider abondamment, mais paradoxalement, cette admiration immédiate et facile a peu de valeur, précisément parce qu'elle est facile. Alors que quelqu'un qui voit ta valeur, qui prend le temps de te connaître avant de t'accorder son estime, te fait sentir que cette estime, quand elle vient, est vraie, méritée, solide. C'est pas la quantité d'admiration qui touche, c'est sa justesse, le fait qu'elle repose sur un vrai regard et non sur un éblouissement de surface. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à la différence entre deux personnes qui te félicitent. La première distribue des compliments à tout le monde, surtout, en permanence, si bien que ses éloges ne veulent plus rien dire. On sait qu'elle dirait la même chose à n'importe qui. La seconde ne complimente que rarement, quand elle est vraiment touchée, après avoir vraiment regardé. Alors le jour où elle te fait un compliment, il te va droit au cœur, parce que tu sais qu'il est vrai, pesé, mérité. Ton estime, c'est comme ces compliments. Si tu la donnes à tous, sans discernement, elle ne vaut rien. Si tu la donnes après avoir vraiment vu, elle devient un trésor pour celui qui la reçoit. Il faut nommer ce que le discernement veut dire, concrètement, pour ne pas le confondre avec de la froideur. Être discernante, c'est pas être méfiante, distante ou faire la difficile par principe, c'est rester chaleureuse et ouverte, tout en ne se laissant pas éblouir par ce qui brille en surface, l'apparence, le statut, le charme, les belles paroles. C'est s'intéresser à la substance, à la compatibilité réelle, au caractère, plutôt que de se laisser emporter par l'attrait immédiat. C'est garder sa lucidité même quand quelqu'un plaît, se demander non pas seulement est-ce qu'il m'impressionne, mais est-ce qu'il me correspond vraiment, est-ce qu'il est bon pour moi. Le discernement, c'est de la lucidité gardée, pas de la froideur affichée. Il faut comprendre pourquoi ce discernement te protège, autant qu'il crée de la valeur, par la logique. Quand tu es facilement ébloui, tu risques de donner ton cœur à quelqu'un pour de mauvaises raisons, pour son charme, son statut, sa belle surface, avant même de savoir qui il est vraiment. Et c'est souvent ainsi qu'on se retrouve blessé, attaché à quelqu'un qui brillait mais qui, au fond, ne te méritait pas. Le discernement n'est donc pas qu'une façon de rendre ton estime précieuse, c'est d'abord une protection pour toi. Il t'évite de t'attacher trop vite à ce qui brille pour te laisser le temps de voir ce qui est vraiment solide. Tu te protèges en même temps que tu te valorises. Il faut relier ça à ta ligne, très clairement, parce que c'est le point le plus sensible. Le discernement dont je parle n'est pas une technique pour te rendre désirable en jouant l'indifférente, en feignant de ne pas être impressionné alors que tu l'es, en calculant tes réactions pour créer du désir. Ça, ce serait de la manipulation, un jeu, et ça sonnerait faux. Le vrai discernement n'est pas une posture, c'est une lucidité authentique. Tu fais pas semblant d'être difficile à impressionner, tu l'es réellement parce que tu as compris ta propre valeur et que tu ne bradais pas ton estime. La différence est entre jouer la sélective et être vraiment discernante. L'un manipule, l'autre se respecte. Je pose une nuance importante ici parce qu'elle est nécessaire. Être discernante ne veut pas dire être impossible à toucher, hautaine, ou refuser d'admirer sincèrement ce qui est admirable chez l'autre. Il ne faut pas confondre discernement et froideur du cœur. Tu peux tout à fait être touché, émerveillé, admiratif devant les vraies qualités de quelqu'un, ça c'est beau et sain. Le discernement ne consiste pas à retenir ton admiration quand elle est méritée, mais à ne pas la distribuer avant qu'elle le soit. Une fois que quelqu'un a montré qui il est vraiment, tu peux l'admirer pleinement, chaleureusement. Le discernement porte sur le début, sur le fait de ne pas t'emballer
sur la surface, pas sur une retenue permanente qui t'interdirait d'admirer ce qui le mérite. Et il faut ajouter une seconde nuance pour rester juste. Ce discernement ne veut pas dire que tu dois te méfier de tous, soupçonner chaque personne, chercher le défaut derrière chaque qualité. Ce serait transformer une saine lucidité en méfiance rigide et t'empêcher au fond de laisser entrer qui que ce soit. Le discernement n'est pas la suspicion. C'est un équilibre entre l'ouverture et la lucidité, rester capable de faire confiance, de s'émerveiller, tout en gardant les yeux ouverts. On veut pas te rendre méfiante et fermée, on veut te rendre lucide et ouverte à la fois. Discerner, c'est voir clair, pas voir le mal partout. Voilà donc le 6e point. Ce qui se donne trop facilement semble avoir moins de valeur, aussi ton estime devient précieuse quand elle se mérite. Quand tu es discernante plutôt que facilement éblouie par la surface, comme un compliment rare touche plus qu'un éloge distribué à tous. Ce discernement, loin d'être de la froideur, est une lucidité gardée qui te protège aussi de t'attacher trop vite à ce qui brille sans être solide. À condition de comprendre que ce n'est jamais une technique pour jouer l'inaccessible, mais une lucidité authentique, et qu'être discernante n'interdit pas d'admirer sincèrement ce qui le mérite, ni ne doit virer à la méfiance de tout. Il reste une dernière condition, la plus subtile de toutes, celle qui tient l'équilibre de tout le reste. Elle concerne la juste distance dans un lien, ni trop d'emprise, ni trop de lâcher. Parce qu'un attachement vrai a besoin à la fois de liberté et de respect des limites. De laisser l'autre libre, sans le contrôler, tout en restant une personne qui a ses propres limites et qu'on ne peut pas tenir pour acquise. Numéro 7. Il se sent libre auprès de toi, mais sait que t'es pas acquise. On arrive à la dernière condition, celle qui tient l'équilibre de toutes les autres. Elle concerne la juste distance dans un lien, parce qu'un attachement vrai a besoin, en même temps, de deux choses qui semblent s'opposer, de la liberté et du respect des limites. Il faut comprendre comment ces deux-là, ensemble, font tenir le lien. Commençons par la liberté. Un lien ne peut pas vivre dans le contrôle, la surveillance, l'étouffement. Quand quelqu'un se sent surveillé, possédé, privé de son autonomie, il n'a qu'une envie, respirer, s'échapper. L'emprise ne crée pas l'attachement, elle crée le désir de fuir. Chacun a besoin de garder son espace, sa liberté d'être, pour pouvoir rester dans un lien sans étouffer. Laisser l'autre libre, ne pas le contrôler, c'est lui donner l'air dont tout attachement a besoin pour durer. Mais il faut aussitôt l'autre versant, parce que la liberté seule ne suffit pas. Un lien sans aucune limite, où l'on peut tout se permettre, où l'autre est toujours disponible quoi qu'il arrive, fait perdre au lien sa valeur. Si l'accès à toi est illimité, inconditionnel, sans que rien ne soit jamais en jeu, alors on finit par te tenir pour acquise. La liberté doit donc s'accompagner de limites claires, non pour contrôler l'autre, mais pour rappeler que tu es une personne avec sa dignité et que ce lien se respecte. Il faut comprendre pourquoi c'est l'équilibre des deux qui crée l'attachement, par la logique. Trop de contrôle et l'autre veut fuir. Trop peu de limites et l'autre te néglige. Mais quand il se sent libre, non contrôlé, tout en sachant que ta présence n'est pas un dû, qu'elle suppose du respect et de l'investissement, alors il est à la fois assez libre pour vouloir rester et assez conscient de la valeur du lien pour en prendre soin. La liberté lui donne envie de rester, les limites lui rappellent que rester se mérite. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à quelqu'un qui tient un oiseau. S'il serre le poing pour le retenir, l'oiseau s'étouffe et se débat pour s'échapper. Mais s'il ouvre complètement la main sans que rien n'attire l'oiseau, celui-ci s'envole aussitôt. Ce qui fait rester l'oiseau, ce n'est ni la poigne, ni l'indifférence, c'est une main ouverte dans un lieu où il se sent bien, libre de partir, mais heureux de rester. Ton lien, c'est cet oiseau. Ni la poigne qui étouffe, ni l'abandon total, mais la liberté offerte dans un espace qui a de la valeur. Il faut relier ça à toi, brièvement, parce que c'est le cœur de la réciprocité. Cet équilibre vaut pour toi autant que pour lui. Toi aussi, tu as besoin d'être libre, non contrôlé, tout en étant respecté dans tes limites. Un lien vrai, c'est deux personnes libres qui se choisissent, pas deux personnes qui s'emprisonnent ou qui se négligent. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Poser des limites tout en laissant l'autre libre ne veut pas dire calculer froidement la juste dose de distance pour créer du manque. Ce serait manipuler
La vraie liberté et les vraies limites ne sont pas des dosages stratégiques, elles viennent naturellement de deux choses sincères, ton respect de l'autonomie de l'autre et ton respect de toi-même. Tu mesures pas la distance pour le rendre accro. Tu laisses l'autre libre parce que tu respectes sa liberté et tu gardes tes limites parce que tu te respectes. Le reste suit, non comme une technique, mais comme le fruit de ces deux respects. Voilà donc le dernier point. Un attachement vrai a besoin à la fois de liberté et de limites. Car trop de contrôle donne envie de fuir, et trop peu de limites fait qu'on te néglige, comme un oiseau qui s'étouffe dans un point fermé, mais s'envole d'une main vide. Il faut la main ouverte, la liberté offerte, dans un lien qui garde sa valeur, à condition de comprendre que cet équilibre n'est pas un dosage calculé, mais le fruit sincère du respect de l'autre et du respect de soi, et qu'il vaut pour toi autant que pour lui. Alors voici ce que je voudrais te laisser. Au terme de ces 7 conditions, tu es venu chercher peut-être comment le faire s'attacher, et tu repars, je l'espère, avec quelque chose de plus précieux. La compréhension que l'attachement vrai ne se fabrique pas, ne se force pas, ne se manipule pas. Il naît de conditions réelles, la sécurité, le regard vrai, le respect, l'authenticité, la réciprocité, le discernement, le juste équilibre. Et regarde bien, aucune de ces conditions ne te demande de te sacrifier, de tout donner, de t'effacer. Toutes te demandent, au contraire, d'être pleinement toi et de veiller à ce que le lien soit vrai des deux côtés. Ce que je veux vraiment que tu emportes, c'est ceci. Tu n'as jamais eu à te vider pour être aimé. C'est pas en donnant plus que tu créeras un lien, c'est en étant entière, en te respectant et en acceptant qu'un lien qui te respecte en retour. Si tu dois manipuler quelqu'un pour qu'il reste, il n'était pas fait pour rester. Et si tu dois disparaître pour être choisi, c'est pas toi qu'on choisit. Le vrai amour ne se dresse pas, ne se conditionne pas, ne se retient pas de force. Il se rencontre entre deux personnes assez libres et assez entières pour se choisir vraiment. Et cette personne-là, celle qui n'a plus besoin de tout donner pour être aimée, c'est celle que tu es en train de devenir.